Bonjour. Alors, cette vidéo, euh, je la fais pour parler un petit peu de la Trinité, parce que la Trinité est présente dans toutes les cultures, hein, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Il y a toujours quelque part une notion de Trinité, et donc cette Trinité, je vais essayer de la présenter telle que je l'ai comprise en partant du plus fondamental pour arriver à comprendre ensuite dans les différentes cultures comment chaque culture en a fait sa propre interprétation, ou c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait lire les choses. C'est pas une histoire d'interprétation, c'est qu'en fait la Trinité s'infuse dans tous les niveaux, hein. Rappelez-vous, je parlais des symboles, en disant qu'un symbole a plusieurs niveaux de lecture, et en fonction de où on le regarde, finalement, ça va nous raconter quelque chose de différent. Et ça, par exemple, dans la culture taoïste, c'est assez bien montré, parce qu'on parle beaucoup des trois trésors de l'homme qui sont Jing, Qi et Shen. Vous savez, Jing, l'essence, Qi, l'énergie, et Shen, l'esprit. Mais on dit aussi, dans la culture taoïste, que Jing, Qi, Shen sont les trois trésors de l'homme, mais il y a aussi les trois trésors de la terre, les trois trésors du ciel. Et en fait, ces trois trésors, ils sont présents à tous les niveaux, et du coup, ils vont désigner quelque chose qui en apparence est différente, mais fondamentalement, c'est là où je voulais en venir, fondamentalement, la Trinité, je pense que ça représente le Créateur, sa création, et le troisième élément de la Trinité, c'est le rapport que sa création entretient avec le Créateur, ou vice-versa. Disons le rapport qu'il y a entre les deux. Si on accepte d'imaginer que ça puisse être le Créateur, sa création, et la troisième sphère, c'est justement ce lien dynamique, puisqu'à partir du moment où le Créateur crée, il y a une dynamique qui se fait entre ces deux pôles, créateur-création, et puis du coup, le lien de descente et de remontée de l'unité à la densité de la matière, donc ce que les Chinois appelleraient les 10 000 êtres. Et ces 10 000 êtres, petit à petit, il y a un mouvement qui va du 10 000 vers le 1, et du 1 vers le 10 000. 10 000, c'est juste pour dire beaucoup en chinois. On va dire l'infinité des formes, et l'infinité des interactions entre ces formes. Voilà, donc on a d'un côté le créateur avec cet infini potentiel, la création, donc on pourrait dire d'un côté le ciel et d'un côté la terre. D'accord ? Le ciel symboliserait le créateur, la terre symboliserait la création, et l'homme au milieu, qui doit faire le lien entre ciel et terre en fait. Donc ça, c'est pour parler un peu de manière chinoise. Donc puisque je suis dans le taoïsme là, on met Shen au-dessus pour l'homme par exemple. Si là on redescend dans l'homme, dans les trois trésors de l'homme, dans cette trinité qui concerne l'homme, Shen, c'est-à-dire que pour nous, ce qui nous permet d'atteindre le divin, c'est le Shen, c'est l'esprit. Donc tout en haut on met l'esprit, Shen, tout en bas on met la matière, Jing, et au milieu on met Qi, l'interaction entre la matière et l'esprit. Et c'est pour ça qu'on peut dire que tout est Qi, parce que pour nous, ce qui compte, c'est cette interaction, c'est comment l'esprit se fait matière. Puisque on dit que tout est Qi, c'est pour dire qu'en fait, tout est question de comment l'esprit s'incarne. Et donc en fait, on cherche les interactions qu'il y a entre la matière et l'esprit pour pouvoir faire l'alchimie, qui est de remonter de la matière vers l'esprit. Ok. Si on regarde maintenant le christianisme, par exemple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh ben, on peut avoir le Père
qui serait du coup le Créateur, le Fils qui serait la création, et le Saint-Esprit qui serait symbolisé par un cœur enflammé. Hein. Le Saint-Esprit de Jésus, c'est un cœur enflammé. C'est quand en fait toute la conscience est équilibrée entre le haut et le bas, et l'ouverture du cœur se fait, et là on accède à finalement la sagesse, qui en fait est une relation harmonieuse entre le Créateur et sa création. Donc voilà, en fait ça, la compréhension de cette Trinité dans ces termes-là, ça résumerait tout le travail de l'homme, ou tout le travail de l'alchimie en général. Ça résumerait en fait ce qu'on cherche à faire en alchimie. Une relation harmonieuse entre le Créateur et sa création. Du coup, maintenant observons la Trinité d'un point de vue de l'alchimie occidentale, c'est-à-dire l'alchimie dans le creuset avec la transmutation des métaux, transformer le fameux plomb en or. Le plomb symbolise la matière la plus dense. Le plomb c'est très dense, c'est très lourd et ça laisse pas du tout passer la lumière. Et l'or c'est le métal le plus lumineux et le plus pur et celui qui se rapproche le plus des cieux. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est de passer du plomb à l'or, ce serait symboliquement de passer de la matière vers l'esprit. Et on a trois principes fondamentaux dans l'alchimie opérative. Quand je dis l'alchimie opérative, je veux dire l'alchimie dans le creuset. Hein. Les trois principes fondamentaux sont le sel, le soufre et le mercure. Alors bien sûr, tout le monde va avoir un peu l'impression de savoir ce que c'est. Ah bah oui, je sais le sel, je sais ce que c'est, j'en mets tous les jours dans ma soupe. Le soufre aussi, le mercure aussi. Mais en effet, le sel, le soufre et le mercure sont des substances physiques qu'on connaît tous, mais dans la trinité alchimique, ils sont aussi des principes, ils sont érigés en principes. Donc le sel alchimique, c'est pas le sel qu'on a sur nos tables à midi ou le soir. Le sel alchimique, en fait, pour ça, je reprends l'exemple qu'avait donné Patrick Burensteinas, qui est un alchimiste. Il avait expliqué ces trois principes en prenant pour exemple une plante. Si je brûle une plante, quand je l'aurai brûlée, il va rester quelque chose, des cendres en général. Il restera toujours quelque chose, quel que soit le corps qu'on décide de brûler, il restera toujours quelque chose. Ça peut être en quantité infinitésimale, mais il restera toujours quelque chose après avoir brûlé un corps, quel qu'il soit, une matière. Et ce qu'il reste après avoir brûlé ce corps, on appelle ça le sel. Donc le sel de la plante, le sel alchimique, le sel de la plante, ce sera ce qu'il reste de cette plante après l'avoir complètement calcinée. Ensuite, le soufre. Le soufre d'une plante, ce serait son principe actif. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on utilise en médecine moderne. Quand on fait des médicaments, en général, on isole le principe actif d'une plante et on en fait un médicament. Ce principe actif, en fait, ce serait le soufre de la plante. On pourrait dire aussi que pour capter le soufre d'une plante, on peut en faire une huile essentielle. Voilà, créer une huile essentielle à partir d'une plante, déjà il en faut un bon paquet pour faire un peu d'huile essentielle. Et du coup, en fait, grâce à cette huile, l'huile qui est très yang, hein, l'huile qui est vraiment le liquide yang par excellence, va capturer le yang, donc le principe actif de la plante, et du coup, ce yang, ce principe actif, est appelé soufre dans la tradition alchimique occidentale. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le soufre tel qu'on le connaît, celui qu'on utilise sur les allumettes là, bien que finalement il y a un lien, hein, parce que du coup on l'utilise pour faire du feu, c'est une substance hautement inflammable, donc on a vraiment ce lien avec le yang et le principe actif. Mais voilà, le soufre en tant que faisant partie de la trinité alchimique, en tant que principe alchimique, c'est ça, c'est le principe actif pour une plante par exemple, ce serait ça, l'huile essentielle. Et donc l'alcool, voilà, je vais aller dire trop vite, et donc le mercure de cette plante, cette même plante, quelle que soit la plante, ce serait l'alcool qu'on peut fabriquer à partir d'elle.
ce qu'on appellerait le spiritus, ou les spiritueux. Hein, l'alcool de prune, en fait, c'est le mercure de cette prune, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, c'est quelque chose qui se rapproche de l'esprit. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, les spiritueux, hein, quand on fait de l'alcool. Donc, vous voyez, parce qu'en fait, nous, dans notre langage et tout, il y a plein de choses qui sont issues de l'alchimie. Donc, finalement, du coup, ça nous paraît évident, parce que c'est même inscrit dans notre langage. Donc, le mercure d'une plante, ça serait l'alcool qu'on pourrait fabriquer à partir d'elle. Voilà pour les principes, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le sel, le soufre et le mercure, d'un point de vue alchimique. De ce point de vue-là, d'ailleurs, j'attire votre attention sur une petite anecdote rigolote. Vous avez déjà remarqué que sur les salières, on voit toujours un petit garçon qui court après un oiseau pour essayer de lui mettre du sel sur la queue. Et c'est d'ailleurs une vieille légende urbaine que pour attraper un oiseau, il faut lui mettre du sel sur la queue. En fait, ça, c'est une vieille blague d'alchimistes, qui sont rigolos ces alchimistes. C'est juste pour dire qu'en fait, le sel capture le mercure. C'est-à-dire, la matière capture l'esprit. Et que, en fait, pour conserver l'esprit de quelque chose, il faut le plomber, il faut le ramener dans la matière, parce que sinon, dans la matière, l'esprit nous est invisible. Et le but de l'alchimie, c'est d'arriver à mélanger l'esprit et la matière. Donc du coup, c'est une quête un petit peu de mettre du sel sur l'oiseau. L'oiseau représente en fait l'esprit, et le sel représente la matière. Et c'est cette idée que il faut conserver, il faut capturer l'esprit dans la matière. C'est le principe de la pierre philosophale. Vous voyez l'idée? En fait, c'est jouer avec les principes, avec la trinité alchimique. En médecine chinoise, on a la même chose. Alors on ne parle pas d'un petit garçon, d'un enfant qui essaye de mettre du sel sur la queue d'un oiseau, mais quand on fait des cours de médecine chinoise, on nous dit très vite, dans les premiers cours, on nous dit qu'il y a un rapport yin-yang fondamental entre le qi et le sang. Parce qu'on utilise ça pour le diagnostic en médecine chinoise, pour savoir si c'est vide de qi, vide de sang, ou pour savoir voilà, où est la déficience, ou où on en est dans l'organisme. Et on nous dit, rappelez-vous surtout que le qi propulse le sang, mais le sang retient le qi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dit le sang, on devrait même dire le sang et les liquides organiques. La matière, en général, retient le qi. Et donc le sang retient le qi, c'est-à-dire que quand on est en vide de sang, quand on manque de sang dans l'organisme, l'énergie s'évapore parce qu'elle n'est pas retenue par le sang. Et quand on manque d'énergie, le sang stagne parce que le sang n'est pas propulsé par le qi. Donc on va avoir des stases de sang. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez un peu, du coup ça nous aide à faire le diagnostic en médecine chinoise. Et c'est cette idée que la matière retient l'esprit ou retient l'énergie. Et c'est un petit peu la même chose. Voilà, j'essaie juste de faire des liens, parce que ça me fait plaisir. Donc, cette trinité, Jing Qi Shen, pour les Chinois, on peut très bien la rapprocher de cette trinité occidentale qui serait, dans l'alchimie occidentale, qui serait sel, soufre, mercure, puisque le sel représente le corps, la substance qui n'ira jamais au ciel, puisqu'on peut, même si on la crame, elle restera plombée au sol. Voyez, donc c'est vraiment le Jing. Donc le sel, c'est vraiment le Jing, l'essence matérielle. Le Qi, c'est vraiment le principe actif. Pour les Chinois, le Qi, c'est vraiment la vitalité, le principe actif. Donc c'est pareil, c'est le principe actif comme dans le soufre. Et le mercure, c'est l'esprit, donc forcément c'est le chêne. En fait, c'est évident. Du coup, dire Jing Qi Shen ou dire sel, soufre, mercure, on se rend vite compte que c'est exactement la même chose. Et j'aurais envie de rajouter, on peut dire, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, voilà, ça serait pareil. Sauf que bien sûr, là, comme on parle d'une religion avec le christianisme, on se place pas vraiment dans le corps physique, mais on parle que de spiritualité. C'est pour ça qu'on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est vraiment une considération très yang, très spirituelle. C'est pour ça d'ailleurs que c'est que masculin dans le truc, Père, Fils, Saint-Esprit. Je dis, elles sont où les femmes dans cette histoire? Mais c'est juste que ça désigne vraiment le travail de l'esprit. Donc du coup, voilà, comme je disais dans une autre vidéo, la notion de divin, c'est du yang pur.
Donc quand on est vraiment dans des considérations très divines, dans une trinité qui se situerait dans des sphères spirituelles très élevées, du coup c'est normal qu'on ne parle que de principes masculins. Mais dès qu'on redescend dans la terre, d'un coup, par exemple dans la religion chrétienne, la Vierge Marie est très très importante. Beaucoup de prières sont tournées vers Marie, donc vers la féminité. Voilà, donc bref, c'est juste pour essayer de réconcilier ce masculin et ce féminin. Ils sont présents, il suffit juste de les voir et de les considérer à part égale. But de l'alchimie. Donc voilà pour cette trinité. Rappelez-vous, si je dois résumer, que la trinité, ce serait le créateur, sa création, et en troisième, le lien qu'entretient la création avec le créateur. Et donc, Jin Chi Shen, sel, soufre, mercure, voilà, etc. On peut en trouver plein. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, on rentrera un petit peu plus dans le détail avec l'alchimie, parce que là, cette trinité, c'était pour entrer dans l'alchimie, en conscience de cette notion. Je vous dis à bientôt.